Comme à chaque 11 novembre, la France célébrait samedi l'armistice de la Première Guerre mondiale. À Amnéville, cette journée de commémoration visant également à rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre a débuté au cimetière de Malancourt où les élus municipaux, le corps des sapeurs-pompiers, porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques locales se sont réunis afin de procéder au dépôt de gerbes et à la lecture du message rédigé par Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Retonde, le maréchal Foch a opposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon et des beffrois, des églises, dans le silence des canons qui sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. La cérémonie s'est poursuivie sur la place du Souvenir français. Rejoint par la protection civile et le conseil municipal junior, la délégation a procédé une nouvelle fois au dépôt de gerbes et discours officiels avant de se terminer à la salle Maurice Chevalier par une allocution du maire de la commune, M. Éric Munier. Commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, c'est toujours l'occasion de souligner que personne n'a jamais compris ni admis cette dénommée Grande Guerre, qui pour la première fois avait mis à feu et à sang le monde et a totalisé un nombre de cadavres qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Face à une telle horreur, symbolisée par les gueules cassées, et au traumatisme causé, l'on pensait bien évidemment que c'en était fini de ces guerres, puisqu'on avait pris la mesure de tout ce qu'elles pouvaient engendrer comme désastre et comme malheur. On a connu bien pire avec la Deuxième Guerre mondiale, même pas 30 ans plus tard, et depuis, on n'a pas arrêté d'être en guerre. Chaque année, on déplore des morts, et en 2023, on salue la mémoire, encore une fois, de 3 soldats français morts pour la patrie dans l'exercice de leurs fonctions, comme si la guerre faisait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, bien évidemment, on peut légitimement craindre un embrasement planétaire. En témoignent les menaces chinoises sur Taïwan, la guerre en Ukraine, celle du Haut-Karabakh, et bien sûr la dernière qui embrase la bande de Gaza, avec des déclarations menaçantes des dirigeants de l'Iran, qui affirment que l'extension de cette guerre est désormais inévitable à tout le golfe Persique, ce qui s'est concrétisé d'ailleurs par l'entrée en guerre des Houthis, groupe rebelle yéménite qui depuis le 31 octobre dernier envoie des missiles au-dessus de la mer Rouge sur Israël. Et dans le même temps, le Hezbollah, dont on nous disait qu'il n'entrerait pas en guerre, a débuté des opérations armées contre Israël dans le sud-Liban. Du coup, le ministre des Affaires des Affaires étrangères américain a annoncé un projet de loi autorisant le recours à la force militaire des États-Unis contre l'Iran si cette dernière intervenait dans le conflit israélien, et ce en réaction à la menace de l'Iran de frapper les États-Unis si Israël n'acceptait pas un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Bref, on a de quoi se poser des questions et s'interroger sur le devenir de ces événements ou de cette guerre israélo-palestinienne.
en soulignant, comme le font les économistes, que les retombées à notre égard vont être pour le moins cinglantes en matière énergétique, puisque au niveau du pétrole, on nous annonce déjà que dans les prochains mois, il va dépasser 135 € le baril, alors qu'il est actuellement à 40 €. Mais c'est peut-être le moins pire, puisque vous vous doutez bien que si les États-Unis entrent en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran, ce sera également contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre les Houthis, donc contre le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban. Ce qui a tout du scénario d'une prochaine troisième guerre mondiale. On peut néanmoins relativiser cela en disant que l'Iran a toujours l'habitude de vitupérer et de menacer, mais que d'un autre côté, la diplomatie continue à œuvrer, puisqu'il y a des discussions en cours entre l'Iran et les USA, pas directement, mais par l'entremise de l'Irak, et que de toute façon, ni le Liban, dans une situation catastrophique au point de vue économique et financier, ni l'Iran, ni un quelconque autre pays n'ont intérêt à entrer en guerre. Il serait donc souhaitable, comme on l'avait dit à l'égard de la guerre en Ukraine, que cette guerre dans la bande de Gaza se termine rapidement, car autrement, nul ne sait sur quoi elle risque de déboucher. Et sur notre propre sol, depuis l'attaque du Hamas et la riposte israélienne, donc depuis le 7 octobre 2023, la France connaît une recrudescence exponentielle d'actes antisémites, violences, harcèlement, menaces de mort, apologie du terrorisme, tags, chants antisémites. Le nombre de ces actes a atteint un sinistre record, puisqu'en un seul mois, il est 2,5 fois supérieur à tous les actes antisémites recensés sur l'ensemble de l'année 2022, d'où cet appel du gouvernement à une manifestation ce dimanche. Manifestation d'ailleurs auxquelles certains ont décidé de ne pas participer et d'autres ont affirmé qu'ils iraient, ne serait-ce que le RN, alors même que le 5 novembre dernier, son président, Jordan Bardella, refusait lors d'une interview de reconnaître que le fondateur de son parti, Jean-Marie Le Pen, avait pu être antisémite, alors même que Jean-Marie Le Pen a incarné pendant des années cet antisémitisme politique et a été condamné à diverses reprises pour cela. Propos à mettre en relation, par exemple, avec l'injure raciste du député mosellan Jacobelli, porte-parole du RN, numéro 3 de ce parti, devant les caméras, à l'encontre de notre député de la circonscription à laquelle nous appartenons, Belkir Belhaddad, qu'il a traité de racaille, au seul motif qu'il est de type arabe. J'ai toujours considéré, et toute mon équipe également, qu'un élu ne cherche que le bien vivre ensemble pour sa commune, pour son territoire, et que le bien vivre ensemble ne peut s'accommoder des extrêmes en politique. Bien vivre ensemble, c'est accepter les différences, c'est accepter les autres, c'est avoir une écoute, une tolérance et avoir une vision de la communauté qui soit englobante et non pas excluante. Jouer sur le sentiment de peur, jouer sur les différences, trouver un mouton expiatoire pour dire qu'il est à l'origine de toutes les difficultés, c'est facile, mais c'est totalement inapproprié et totalement stupide. Je crois qu'à notre époque, on n'est plus en mesure d'écouter pareil discours qui mélange haine et division dans le but de semer le chaos. Le régime nazi que nous avons combattu il n'y a pas si longtemps que cela a prouvé que le racisme fait
commettre les pires crimes contre l'humanité qui soient, mais n'a jamais été capable d'assurer la sécurité, la sérénité et la paix. Souvenez-vous de nos poilus de 14-18. Avec qui ont-ils combattu? Avec les Juifs qui, malgré le traumatisme de l'affaire Dreyfus, qui ne remontait qu'à 20 ans en 1914, se sont massivement enrôlés dans l'armée française. Ils ont même voulu à tout prix affirmer leur patriotisme, et en 1916, on les applaudissait sur les Champs-Élysées pour leur action et leur implication dans cette guerre. Mais ils n'ont pas combattu qu'avec les Français de pure souche. Ils ont aussi combattu avec les musulmans. L'Algérie était française et les musulmans algériens ont été l'objet et ont fait l'objet de la conscription comme n'importe quel citoyen français. Et tous ces musulmans qui venaient du Maroc ou de la Tunisie travaillaient en France, dans les mines, dans le nord de la France, à Lyon, à Paris et dans toutes les régions, se sont aussi massivement enrôlés dans l'armée française pour défendre leur terre d'accueil. Catholiques, juifs et musulmans ont combattu côte à côte pendant cette Première Guerre mondiale pour défendre la patrie française, et c'est ensemble qu'ils ont été blessés, qu'ils ont souffert, qu'ils sont morts, mais c'est également ensemble qu'ils ont permis d'obtenir cette victoire. Aujourd'hui, les atrocités qui frappent les habitants de Gaza, comme celles qui ont frappé les habitants d'Israël, ne sont imputables ni aux musulmans ni aux juifs français, qui ne font comme nous que pleurer sur ce gâchis humain. Il nous incombe de perpétuer la mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté, en nous souvenant que l'unité, la tolérance et l'écoute qui ont présidé en 14-18 ont permis de triompher de la barbarie. Et lorsque l'imam de Bordeaux affirme que c'est une obligation morale pour les musulmans que de participer à cette marche contre l'antisémitisme, j'affirme qu'il parle avec la voix de la raison et du cœur et qu'il devrait être écouté de tous. Vive la paix, vive Amnéville, vive la France. Merci de votre écoute et je vous invite à partager le verre de l'amitié.